Mesdames, messieurs, ainsi que les adultes qui les accompagnent, bonjour. Mon nom est Marc-André Fortin et je serai l'animateur de ce gala cet après-midi. Je suis animateur, mais je suis aussi vulgarisateur historique. Je suis également conteur et mon métier m'apporte souvent dans des situations un peu étranges, comme hier. Hier, on était dimanche, je travaillais dans la région des Trois-Rivières et j'étais croupier de la Nouvelle-France. J'expliquais des jeux qui existaient à l'époque, tels le quillet, le jeu de dames, le canoga, qui est un jeu de marin, et le jeu de cartes. Donc, je suis encore dans le mode de croupier aujourd'hui. Je vais vous brasser l'histoire et vous distribuer des cartes chanceuses. Donc, tu peux regarder si tu as l'atout. Je ne sais pas quel jeu qu'on joue encore pour l'instant. Donc, en tant qu'animateur et croupier, je vous souhaite la bienvenue au grand gala des prix Mérite en histoire. Bravo! Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait la recherche sur Google de quand est-ce que c'est arrivé, ça, ce gala-là. C'est un truc que je te donne. Si tu fais des recherches sur Google et tu trouves rien, moi, j'ai le truc de mon grand-père que je te donne. Parce que là, aujourd'hui, on parle d'histoire, fait que là, mon grand-père, c'est un passeur de patrimoine. Je te donne son truc. Va sur Yahoo, OK? Tape Google, puis après ça, fais ta recherche. Et ce que ça m'a donné que ça a été créé, ça, par la Société Saint-Jean-Baptiste dans les années 90. Ça visait à récompenser les élèves de la région métropolitaine ayant obtenu 95 % et plus à leur examen d'histoire de secondaire 4. Donc, vous êtes des lauréats de 95 % et plus, et ça s'applaudit chaleureusement. Parce que tel un jeu de cartes, ados, vous possédez 3 atouts majeurs. Vous êtes des travaillants, vous êtes des personnes ayant une bonne mémoire et vous utilisez bien Wikipédia. Ah ça, bravo, bravo, félicitations. Et 95 %, moi, je trouve ça fabuleux du fait que moi, en 93, quand j'ai fait mon examen, j'avais pas ces 3 atouts-là. Ce qui fait que quand on additionne ma note finale de secondaire 4 en histoire et ma note finale de secondaire 5 en histoire, j'arrive même pas à 95 %. Fait que pour un examen, je te félicite. Je te félicite parce que tu es plus de 700 cette année. 700 enfants, 700 élèves, 700 ados qui ont remporté leur cours d'histoire à plus de 95 %. Ceux qui disent dans des radios que notre jeunesse est paresseuse, flâneuse, bien, je vous dirais de vous regarder le nombril et arrêter de vivre dans votre nostalgie, car notre jeunesse est belle, travaillante et honorable. Bravo, belle jeunesse! Aujourd'hui, il y aura remise de prix, prestations musicales. Je vais tenter de faire une blague que tu vas rire un moment donné. Il y aura des discours dignitaires, des anecdotes historiques, le tout dans un esprit... Quand j'ai reçu mon mémo, on m'a dit « Marc-André, il faudrait que tu dises que c'est un esprit pédagogique. » C'est parce que c'est une journée fériée que j'ai répondu. Ça serait le fun que le cerveau soit en vacances cette journée-là. On me dit oui, mais c'est quand même la journée nationale des patriotes, donc ça peut être pédagogique et festif. Donc aujourd'hui, ça sera pédagogique, festif et férié. Profite bien de ton gala. L'événement, ton gala, est organisé en collaboration avec le Mouvement national des Québécois et des Québécoises, la Fondation Lionel Groulx et le ministre de l'Éducation. Mesdames, messieurs, ainsi que les adultes qui sont fiers de toi, bien, je vous souhaite un excellent gala. La première personne qui viendra vous parler, c'est un avocat. Ouais, attends, c'est un avocat constitutionnaliste. OK, attends. C'est un musicien aussi. Ah là, hein, musicien, ouais. Batteur! Il joue de la batterie, du drum, il swing la baguette un peu partout. Tu te dis, bon, enfin, quelqu'un qui... Oui, mais de jazz. Hop, hein, hop. C'est ça qui arrive. Par contre, il sait jongler entre la baguette et le barreau. Il est président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. C'est le 80e depuis l'histoire. Et il en est le plus jeune. Jeune à 30 ans. Mais il possède quand même le curriculum vitae d'un homme de 60 ans. Va sur Google. Va sur Google, tu taperas son nom. Tu vas voir, tu en as pour 4 jours à dérouler jusqu'en bas. Il possède un baccalauréat, une maîtrise et une voiture 4 portes. Et comme croupier, j'aimerais vous le présenter comme un roi de cœur, car il a le fleur de lys tatoué dessus, Monsieur Maxime Laporte.
Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, tout d'abord, mes hommages les plus sentis à vous tous et toutes qui êtes ici aujourd'hui, à tous les élèves méritants, aux parents et aux enseignants. Chacune de vous est un ingrédient essentiel de la recette des succès exceptionnels qu'on célèbre aujourd'hui. Parce que le succès, vous savez, c'est un peu comme le pâté chinois. Hein? Vous savez, steak, blé d'Inde, patate, s'il manque un seul de ces ingrédients, eh bien, c'est pas un succès. Et a fortiori, c'est pas un pâté chinois. Les parents, donc, les profs, les élèves, steak, blé d'Inde, patate, assaisonnés, pourquoi pas, de quelques amis, des épices par-dessus les patates, et là, on a en affaire. Avant de poursuivre dans cette analogie gastronomique, j'ai 3 petites annonces de convenance à faire, si vous permettez. Alors, première annonce, je souhaite remercier la Fondation du Prêt d'honneur et son président, M. Michel Dionne, pour sa contribution extraordinairement généreuse à l'événement d'aujourd'hui. Mentionnons au passage que le Prêt d'honneur, qui est dédié à la promotion de l'éducation et de la recherche, a été créé en 1949 par la Société et le Prêt d'honneur a inspiré notamment l'instauration des programmes d'aide financière, donc de prêts et bourses pour les études, programme qu'on connaît depuis les années 60. Deuxième petite annonce, je remercie la Fondation Lionel Groulx, son directeur général Pierre Graveline, pour nous avoir offert gracieusement les livres qui seront tirés à la fin de l'événement. Et enfin, troisième annonce, j'aimerais remercier le Mouvement national des Québécois, le MNQ, qui, en vertu d'une entente avec le ministère de l'Éducation du Québec, encourage depuis 15 ans les sociétés nationales de tout le Québec à organiser en son nom des galas du prix du mérite comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Alors voilà pour les petites annonces. Et donc, je reviens à mon propos, le pâté chinois. Bon, vous qui êtes des bols, vous êtes des bols, enfin, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir parce que j'ai une question à vous poser, une question à choix multiple pour bien vérifier que vous méritez ces prix. Alors, une question, soyez bien attentifs et, s'il vous plaît, ni les enseignants présents ni les parents n'ont le droit de souffler la réponse et les cellulaires ne sont pas permis. Oh. Cette question, mais d'où vient donc le pâté chinois, d'un point de vue historique? A. Le pâté chinois vient-il de Chine, les Chinois ayant inventé il y a très longtemps les pâtes alimentaires? B. Le pâté chinois est une expression popularisée au courant des années 90 par l'émission La Petite Vie. C. Est-ce que le pâté chinois a plutôt pour origine le pâté d'échine de porc, apparu dès le début de la Nouvelle-France avec Cavelier de la Salle? Ou D. Est-ce que le pâté chinois est le nom donné aux ouvriers d'origine asiatique qui travaillaient à la construction de la voie de chemin de fer du Canadien Pacifique à la fin du 19e siècle? Alors, pensez-y un peu. Est-ce que vous avez fait votre choix? Alors, allons-y par vote à main levée, soyez pas gênés. Qui répond A, que le pâté chinois vient de Chine? Vous riez, vous trouvez ça drôle? Bon, pas très populaire, d'accord. B, le pâté chinois vient de l'émission La Petite Vie. OK. C, le pâté chinois pour origine le pâté d'échine de porc. Et D, donc pâté chinois, c'est le nom donné aux ouvriers d'origine asiatique qui travaillaient au Canadien Pacifique. C'est un peu plus populaire, ça. Même que je pense que c'est presque l'unanimité, en tout cas la vaste majorité des gens qui répondent D. Bon. Ouais, vous n'êtes pas si bolés que ça, hein, la gang? On parle bien d'élèves qui ont eu 95% et plus en histoire, là. Alors, oui, je sens une certaine hésitation. Ben, c'est que la réponse est C, n'en déplaise à plusieurs. C, eh oui. Selon l'auteur Jean-Marie Franqueur, qui a publié en 2011 le livre « La genèse de la cuisine québécoise » chez Fidesz, eh bien, le pâté chinois a pour origine le pâté d'échine de porc, avec blé d'Inde et navet en remplacement de la patate. Et ce mets est apparu dès le début de la colonie avec Cavelier de la Salle. Le nom est tranquillement passé d'échine à Chine, puis à pâté chinois, et au fil du temps, la composition de la recette du succès s'est modernisée avec l'apparition de la pomme de terre pilée et des autres types de viande. Alors, contrairement à une idée très répandue, le pâté chinois n'a donc rien à voir avec la Chine, les Chinois ou les 15 000 ouvriers asiatiques qui ont effectivement travaillé sur les chantiers du Canadien Pacifique, puisque ces gens se nourrissaient essentiellement de riz. Et ces gens, en passant, pour compléter cette histoire-là, je pense que c'est intéressant, ils vont être à peu près 600 à mourir tragiquement sur les chantiers dû aux conditions inhumaines qu'on leur impose.
Et pire encore, par la suite, un des pères fondateurs du Canada, Johnny MacDonald, qui craignait comme la peste cet afflux de travailleurs chinois, va tenir alors en droit des propos terribles, va même imposer aux immigrants asiatiques une taxe d'entrée exorbitante, en plus de leur retirer le droit de vote. C'est des choses qui, je pense, qui méritent d'être rappelées. Mais donc, voilà pour la petite histoire. Bon, alors je vous donne une autre chance. Je vous donne une autre chance, parce que ce n'est pas un succès jusqu'ici, sauf votre respect. Bon, une question sur les patriotes cette fois-ci, puisqu'on est en pleine journée nationale des patriotes. Les patriotes qui, eux aussi, se sont certainement gavés à l'époque de pâté des chaînes de porc. Bon, la question. Quel est le nom du chef patriote tombé au combat lors de la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre 1837 et dont le cadavre a ensuite été démembré puis mutilé par les soldats de l'armée britannique, à tel point que, selon un témoin, sa poitrine était ouverte et son cœur pendant en dehors. Mais bon, si vous avez mangé du pâté chinois, je m'en excuse, désolé. Alors, quel est donc ce patriote mort le 14 décembre 1837 à Saint-Eustache? Est-ce A, le notaire François-Marie Thomas Chevalier de Lorimier? B, le journaliste Ludger Duvernay, père fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste et de la Fête nationale du Québec? C, Jean-Olivier Chénier? D, le journaliste d'origine irlandaise Daniel Tracy? Ou E, le héros militaire québécois Jean Briand? Alors, encore une fois, même exercice. Soyez pas gênés, là. Vous n'allez pas vous tromper, vous avez 95% et plus. Alors, une abstention, ça vaut un beigne, hein, comme disait mon professeur d'histoire à l'époque, ça vaut... Alors, qui répond? Donc, je répète la question pour être clair. Le patriote tombé au combat le 14 décembre 1837 à Saint-Eustache. Est-ce A, de Lorimier, par vote à main levée? B, Ludger Duvernay? Quelques mains. C, Chénier? L'éclairage est fort. OK. D, Tracy? Et E, Jean Briand. Vous êtes plus gênés, on dirait, hein? Vous êtes à côté de vos parents, hein? La bonne réponse est C. C'est le docteur Jean-Olivier Chénier. C'est une histoire qui mérite d'être connue. Hein? Chénier a été l'un des chefs de file de l'insurrection des Patriotes de 1837-38 au Bas-Canada. Et l'affrontement de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837, était nettement inégal et se termine par 70 morts chez les Patriotes en dépit d'une résistance et d'un sang-froid extraordinaire. Et je vous invite d'ailleurs à aller visiter le monument qui a été érigé il n'y a pas si longtemps à Saint-Eustache, tout près de l'église, là où a eu lieu la bataille. Bon, alors, comme on dit, jamais 203, jamais 203. Dernière petite colle pour vous rattraper, quoique ceux qui se sont trompés deux premières fois, ça leur donne une espérance de 33 %, on est loin des 95 %, mais bon, passons. Dernière question. En quelle année le Parlement de Montréal, qui était à l'époque la capitale de la province du Canada uni, en quelle année ce Parlement a-t-il été incendié et détruit? Est-ce A en 1812, B en 1838, C en 1849, D en 1867 ou E en 1970? Alors, vous avez fait vos choix? Donc, l'incendie du Parlement de Montréal, ça, tous les étudiants savent ça. Alors, est-ce A, 1812, ceux qui voient des mains se lever, 1838, B, 1849, C, c'est partagé, hein, 1867, et que mais encore, et 1970, ah oui, bon. Donc, la réponse est C, 1849. Félicitations à ceux qui l'ont eu. Et plus précisément, le 25 avril, alors cette année-là, il y a une loi pour l'amnistie de... Je parle de ça parce que souvent, ce fait historique est méconnu, et pourtant, c'est pas rien, un Parlement qui brûle. Bon. Alors, cette année-là, en 1849, il y a une loi pour l'amnistie de tous les insurgés de 1837-38 qui a été adoptée le 1er février après un discours partiellement en français de la part du gouverneur Elgin, ce qui était une chose inusitée à l'époque. Et le 13 février de cette année-là, il est proposé d'indemniser toutes les victimes de la répression du Bas-Canada. La loi doit être adoptée le 25 avril suivant, mais cette loi suscite la furie des loyalistes de Montréal. Et donc, le 25 avril, il y a plus de 1500 émeutiers
rassemblés au Champ de Mars à l'initiative du journal The Gazette qui vont se ruer sur le Parlement pendant que siègent les élus. Et ils vont défoncer les portes et saccager l'intérieur de ce Parlement qui n'existe plus aujourd'hui. Et délibérément, il y a un incendie qui est causé par nul autre que le chef des pompiers de la ville, un certain Alfred Perry, qui va s'en vanter plusieurs années plus tard. Voilà. Bon, alors on voit bien que l'histoire, c'est pas de la tarte, hein? Et c'est pas non plus du pâté des chines de porc. Il faut sans cesse aiguiser nos connaissances historiques, il faut fréquenter les sources, aller au bout de sa curiosité. Il est aussi important de se questionner sur le sens de l'histoire, autant que sur les manières qu'on peut avoir de faire de l'histoire. Et à quoi devraient servir aussi nos connaissances historiques? Vous savez, Aldous Huxley disait « Le fait que les hommes tirent peu de profit des leçons de l'histoire est la leçon la plus importante que l'histoire nous enseigne. » Quoi qu'il en soit, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, alors je le dis en son nom, cette institution fondée en 1834, alors en son nom, je vous félicite pour vos résultats exemplaires aux examens d'histoire de l'an dernier. Je vous encourage à ne jamais cesser d'approfondir vos connaissances ou vos réflexions historiques. L'histoire, c'est pas qu'une affaire de vieux radoteux ou de vieux hérodoteux. L'histoire, c'est éternellement jeune puisque ça nous concerne tous et toutes, ici et maintenant, et parce qu'aujourd'hui et demain ne sont que les conséquences d'hier, de cette histoire qui en est la cause, et quelle cause. Encore une fois, bravo à vous, chers élèves, et bravo à tous les étages du pâté chinois. Alors, merci et bonne fin de carrière. Monsieur Maxime Laporte. Et on m'a informé comme quoi que Monsieur Maxime Laporte ne possède pas de voiture 4 portes. Alors, si quelqu'un peut lui donner un petit covoiturage tout à l'heure pour qu'il s'en retourne, c'est pas agréable, marcher la 15. La prochaine personne à se présenter devant vous pour vous jaser ça, c'est un homme qui possède une maîtrise, un doctorat en histoire. Il se spécialise en l'histoire du Québec, l'histoire de France. Il est l'auteur de « Histoire du Québec pour les nuls », livre que j'aurais beaucoup aimé avoir eu en 93. Il est chroniqueur à l'émission « Aujourd'hui l'Histoire » à la première chaîne de Radio-Canada 95.1. Bon, je sais que pour toi, adolescent que tu es, Radio-Canada, la radio... tu vas arrêter ça, les Backstreet Boys. Je sais qu'ils viennent de sortir un disque, une chanson qui tourne tout le temps. Si tu ne veux pas écouter la radio directement dans le véhicule de ton adulte, mon conseil, la balado. Tu vas sur Internet, tu mets ça dans ton téléphone, tu peux rattraper ça. Il est également, on peut également le voir sur la chaîne MaTV, à l'émission Figures marquantes de notre histoire. Aujourd'hui, on peut le voir en 3D parce qu'il sera devant nous. Il nous offre l'histoire sur un plateau d'argent dans un cadre juste et pertinent. Aujourd'hui, il sera votre valet de carreau, M. Éric Bédard. Alors, tout d'abord, je veux vous féliciter d'avoir maintenu cette moyenne. Je veux féliciter vos parents qui vous ont, j'espère, encouragé, motivé pour avoir une telle réussite. Je félicite aussi vos enseignants. Je crois qu'il y en a certains qui sont ici pour avoir transmis. Je peux vous dire que si en secondaire 4, secondaire 5, j'aurais probablement pas été dans cette salle, puisqu'il y avait une lettre à côté de mes notes dans mon bulletin presque à chaque année, surtout en secondaire 4, c'était écrit « Bien, mais peut faire mieux ». Même si j'avais un excellent professeur, à ce moment-là, je manquais peut-être un peu de motivation. Mais je me suis rattrapé par la suite. Alors, je pense que c'est peut-être pas mauvais de se rappeler pourquoi on enseigne l'histoire. Pourquoi l'histoire est une matière si importante dans votre curriculum. Certains d'entre vous n'allez plus étudier l'histoire par la suite, peut-être un petit peu ici et là. Mais rappelons-nous pourquoi on enseigne l'histoire. Alors l'histoire, évidemment, ça va de soi, on l'apprend pour comprendre un peu le présent, pour comprendre les débats de l'heure, pour comprendre nos institutions, pour comprendre aussi les valeurs qui nous sont chères, l'égalité de la personne, l'égalité des gens, des hommes et des femmes, les droits de la personne, la démocratie, et aussi pour comprendre comment ces valeurs en sont venues un peu à s'imposer
Ça n'allait pas de soi il y a 500 ans, 1000 ans, de telles valeurs. Et donc, comprendre l'histoire de ces institutions, comprendre comment notre présent est advenu, quels combats ont été menés, ça peut aussi nous armer comme citoyens. Ça peut nous aider à développer un sens critique aussi. Parce que les gens se présentent à nous, des politiciens ou autres, avec leur vision, leur programme. Mais quand on connaît un peu l'histoire, on peut accepter ou refuser certains arguments, puisqu'on connaît un peu le passé, on sait ce qui s'est fait avant. Mais une autre raison pour laquelle on étudie l'histoire, qui est très importante pour moi, c'est que l'histoire, c'est comme un antidote au fatalisme, à la résignation. On nous dit parfois, sur certains sujets, ben, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Un exemple de ça, c'est par exemple la mondialisation économique, mais on pourrait donner d'autres exemples. On n'a pas le choix, on ne peut rien y faire. On peut toujours faire quelque chose. Quand on étudie l'histoire, quand on lit par exemple des biographies de personnages marquants, on se rend compte que l'histoire, elle est faite par des êtres humains. Qu'il y a parfois des événements qu'on n'avait absolument pas vu venir, qui se produisent grâce à la mobilisation de gens exceptionnels. Personne n'aurait pu dire en 1989, quelques années avant, qu'il y aurait l'effondrement du mur de Berlin, la chute du communisme en 1989. Personne n'avait pu prédire un événement comme celui-là. Personne n'avait pu prédire le 11 septembre 2001. Et pourtant, ces événements-là sont arrivés et des gens se sont mobilisés pour contrer les phénomènes qui sont derrière ce type d'intégrisme. Quand on lit aussi une biographie d'une personne marquante, on se rend compte que cette personne a eu parfois des coups durs dans sa vie, qu'elle a douté, qu'elle a eu des échecs, mais qu'elle s'est reprise en main, qu'elle a rebondi et qu'elle a accompli souvent de grandes choses. Eh bien, c'est bon de se rappeler ça pour nos propres vies. Alors, vous allez peut-être, vous aussi, parfois douter de vous, avoir peut-être des échecs, des déceptions. Ben, il ne faut pas se décourager, il faut jamais accepter, il ne faut pas se résigner à ces échecs. Il faut se dire qu'on va se reprendre, puis on va essayer de s'améliorer. Donc, apprendre l'histoire pour comprendre le présent, apprendre aussi l'histoire pour refuser la fatalité et pour ne pas être résigné à un sort qui peut nous être imposé. Mais dernière raison pour laquelle on étudie l'histoire aussi, il y en aurait d'autres peut-être, et celle qui, évidemment, préoccupe les gens du Mouvement national des Québécois qui vous remettent ce prix, c'est la question de l'identité. On étudie l'histoire pour comprendre d'où on vient. Si je vous demande à chacun d'entre vous, qui êtes-vous, qui es-tu, eh bien, vous allez me répondre en racontant votre histoire. L'histoire définit beaucoup qui nous sommes, notre identité. Alors, vous allez me dire, l'identité, ça peut être le fait d'être un homme et une femme, ou une femme, bien sûr. L'identité, c'est de pratiquer un métier. Moi, je suis policier, je suis pompier, je suis professeur, hein, ça définit ce que je suis. Mais l'identité dont je parle ici, c'est évidemment une autre forme d'identité. Une identité qui renvoie à un patrimoine dont vous êtes les héritiers, un patrimoine non matériel, c'est-à-dire un imaginaire, une culture, une langue qu'on vous a transmise, que cette société vous a transmise, puisque peut-être que certains d'entre vous parlez une autre langue à la maison, mais la langue commune du Québec est le français. Donc, cette identité, l'histoire permet de comprendre comment elle a pris forme. Et je voudrais vous dire quelques mots sur le fait que, justement, nous sommes, nous, que l'on soit un Bédard, un Tremblay ou un Nguyen ou issu, ou que nos parents soient des immigrants, nous sommes tous des héritiers de cette identité qui a traversé les siècles. La preuve, c'est que nous en parlons encore aujourd'hui en français. Alors, comment elle a pris forme? Je voudrais juste vous rappeler quelques éléments de ça. Elle a pris forme quand et dans quel contexte? Eh bien, on estime que le peuple dont nous sommes issus est né quelque part au 17e siècle. Au départ, ceux qu'on appelait les Canadiens, c'était les Amérindiens de la région de Québec. On appelait Stadacone, parce que le Canada, c'était la rivière des Amérindiens, c'était, autrement dit, le Canada, c'était la rivière, le nom avant le Saint-Laurent. Donc les Canadiens, c'était les Amérindiens, du point de vue de Jacques Cartier. Les Canadiens, le terme canadien s'est imposé pour désigner un groupe un peu particulier autour de 1670. Hein? Les Canadiens, c'était ceux qui n'étaient ni des Français, puisqu'ils étaient nés dans la vallée du Saint-Laurent, et ni des Amérindiens,
puisqu'il n'y a pas eu énormément de métissage, contrairement à ce qu'on pense, dans la vallée du Saint-Laurent, avec les Amérindiens. Donc, les Canadiens, c'était un groupe un peu particulier que les administrateurs français qui les observaient, ces Canadiens, ces gens qui étaient issus d'un peuple nouveau, les observaient avec parfois un regard très critique. Ils disaient, ces Canadiens sont un peu trop proches des Amérindiens, sont aussi imprévoyants qu'eux, on ne peut pas se fier à eux, ils sont paresseux. Donc, les administrateurs français avaient parfois des préjugés négatifs. Mais d'autres observateurs ont eu des préjugés beaucoup plus positifs, ont eu des vues beaucoup plus positives sur ce peuple en train de naître, en disant « Non, non, ce sont des gens très libres d'esprit, très indépendants. » Il fallait une certaine indépendance pour vivre sur sa terre un peu perdue sur le bord du Saint-Laurent. Ce sont des gens aussi qui ont un bon contact avec la nature. Ce sont des gens qui ont une vie saine. C'était la vision qu'avaient certains administrateurs qui passaient, certains observateurs. Donc, un peuple qui a un nom, des Canadiens. Hein, c'est le terme qu'on leur donne à partir de la fin du 17e siècle. Un peuple qui aura une langue. Parce que vous savez que le français, ça n'allait pas de soi de parler français entre nous, entre les premiers Canadiens, puisque en France, même au 17e siècle, il y avait des patois, il y avait des dialectes un peu partout en France. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle en France pour que tous les Français parlent le français. Alors qu'ici, dès le 17e siècle, nous comprenions, ou nous parlions la même langue, c'est-à-dire le français, en gros, de Paris, de l'Île-de-France. Mais le vieux français, le français du 17e siècle, qui avait été codifié dans un dictionnaire en 1647. Donc, un français avec une tonalité qui était celle de l'Ancien Régime, finalement, français, et les observateurs français qui viennent ici sont étonnés par l'unité, donc linguistique. Tout le monde parle la même langue, ce qui n'est pas le cas en France à la même époque, mais surtout par le fait que les gens ici, je vous jure, je pourrais vous donner des extraits, n'ont pas d'accent. Ça revient constamment dans les textes, les observations. Un français sans accent, un très bon français. Ce n'est qu'au 19e siècle que les Français commencent à avoir une vision dépréciative de notre accent. Pourquoi? Mais selon les spécialistes, c'est que les Français auraient changé d'accent. Non, pas nous. Nous avons comme conservé un peu dans le formol le français d'Ancien Régime, à bien des égards, des tonalités, des mots, des tournures. Je n'ai pas le temps de vous les mentionner, de vous donner des exemples. Mais donc, voyez, un peuple qui avait un nom, des Canadiens, un peuple qui avait une langue, et enfin, un peuple qui avait une terre. Les terres autour du Saint-Laurent ont été concédées graduellement, ont été défrichées. On peut imaginer la difficulté que c'était de défricher une terre, passer un premier hiver. Il y a environ 35 000 Français qui sont venus dans la vallée du Saint-Laurent au début de la colonisation. Et sur ces 35 000, il y en a environ seulement 13 000 qui sont restés et duquel nous sommes issus. Et ensuite, évidemment, après, il y aura eu d'autres vagues d'immigration, des Irlandais, des Juifs, des Italiens. Mais vous voyez, si je parle de la Nouvelle-France. Donc, une terre à laquelle on va s'identifier et une terre qu'on va défendre. Une terre qu'on va défendre lorsque les Anglais vont remonter le Saint-Laurent pour envahir la Nouvelle-France, pour prendre la Nouvelle-France. Eh bien, on va voir les gens de la vallée du Saint-Laurent se mobiliser. 15 000 de ces habitants vont prendre les armes au sein d'un groupe qui s'appelait la milice, qui était l'armée du peuple. 15 000 sur 70 000 habitants. C'est un peu comme si aujourd'hui 1,5 million de Québécois prenaient les armes. Donc, vous voyez, très tôt, 4 siècles, un peuple avec un caractère national, une langue commune et une terre à laquelle on est attaché, et par la suite une histoire de survivance, une histoire d'affirmation, une histoire qui n'a pas toujours été facile, mais une histoire dont nous sommes les héritiers, puisque nous sommes ici encore pour en parler. Donc cette histoire de résistance, d'affirmation, nous en sommes, nous en sommes les héritiers. Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, vous êtes à 17 ans, 16 ans, 17 ans, les héritiers de cette histoire. La question est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ce patrimoine, de cet héritage, comment vous allez le faire fructifier
en devenant évidemment, en mettant, on l'espère, des enfants au monde, mais aussi par votre travail, par votre engagement dans la communauté, par le fait de coacher une équipe de hockey ou de baseball, peu importe les moyens, mais c'est à vous maintenant de jouer, on compte sur vous et je vous remercie donc et je vous félicite encore une fois pour cette excellence. Merci. Monsieur Éric Bédard. On arrive à la partie, tu t'imagines que s'il y a des instruments de musique, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va jouer, c'est là. C'est là qu'il va arriver. Et tout à l'heure, au premier groupe qui était ici, à un moment donné, quand ils ont parti leur musique, il y a du monde qui se sont levés pour taper des mains. Il y a 2-3 personnes qui sont venues danser. C'était magnifique. On n'a jamais vu un spectacle d'aussi grandiose. Si tu restes assis, puis tu viens pas danser, puis tu trouves ça plate, maintenant, c'est de ta faute, OK? J'ai mis ça sur ton dos. Fait que tu peux te lever, tu peux les applaudir, tu peux taper du pied, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un groupe de musique traditionnelle basé sur la fraternité. C'est des frères, c'est des beaux-frères, c'est des cousins. Eux, ils ont tendance à offrir avec amusement et passion une musique énergique, chaleureuse, rassembleuse. Je vous le dis, on se lève, on danse, on tape du pied, on tape des mains. Quand c'est une chanson à répondre, on répond. Si tu réponds pas, il y a comme un silence qui se crée, il y a un malaise qui s'installe dans la foule. Mettons par exemple, « Par derrière chez ma tante, il y a un petit moulin. » Ah, tu sens-tu le malaise qui vient de s'installer tout d'un coup, hein? C'est ça qui arrive. Une chanson à répondre, le concept est assez simple. Il y a le bout de chanson, il y a le bout de répondre. T'as pas bien entendu leurs paroles, OK? Parce que des fois, ils prononcent tout croche. Marmonne. Ouais. Faire semblant que tu dis quelque chose, ça crée de l'ambiance. T'as-tu compris ce qu'il a dit? Non, moi non plus. C'est pas grave, ça va juste défaire le malaise, OK? On va l'essayer. Tu vois qu'on n'a rien entendu ce qu'on a dit, mais il y a comme moins de malaise qui se crée, fait que pense à ça quand ils vont chanter. Ces gars-là, ils sont comme 5 jokers dans une game de trous de cul. Ça veut dire qu'on en sort toujours gagnant quand ils sont dans notre main. Je vous présente le diable à 5. Hey, bonjour, ma gang d'historiens. Comment ça va? On n'a rien entendu. Comment ça va? Hey, on est content d'être avec vous cet après-midi. Comme on disait tantôt, hey, le monde, ça tapait des mains, ça dansait, c'était assez beau. Il y en avait qui étaient grimpés ses murs. Le système d'incendie a parti. Ça, c'était à partir un peu moins le fun. Hey, pour de vrai, on est vraiment, vraiment contents. Vous savez une chose? Vous, les gens connaissent l'histoire. Il y a une chose qui a traversé des générations au Québec, et c'est notre folklore québécois. Bon spectacle.
j'avais-tu de l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Dimanche au soir, du temps de mon jeune temps. Un dimanche au soir, du temps de mon jeune temps. J'étais allé voir la belle que j'aimais tant. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Elle s'appelait Noémie, elle ressemblait à maman. Elle s'appelait Noémie, elle ressemblait à maman. Maudit qu'elle était jolie, malgré qu'elle n'avait pas de temps. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. J'avais mis mon melon, mis mon col en PC. J'avais mis mon melon, mis mon col en PC. Mis mon grand pantalon avec mes souliers cirés. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Quand je marchais sur le parterre, mes lunettes sur mon nez. Quand je marchais sur le parterre, mes lunettes sur mon nez. Je vous dis que les petites mères, ça sortirait vers moi. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Là que je cogne à la porte, un petit vent s'il vous plaît. Ah, puis là je cogne à la porte, un petit vent s'il vous plaît. En parlant qu'on peut pas pire, je m'accroche le paquet. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Un petit bien avec moi, on s'en va sur le sofa. Un petit bien avec moi, on s'en va sur le sofa. Elle regardait le plafond, puis moi je regardais le chat. Et c'était bête. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Quand je reviens à la maison, moi je compte ça à maman. Quand je reviens à la maison, moi je compte ça à maman. Un petit bon garçon, t'es bien comme tes parents. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Bon, Yann, j'avais-tu l'air bête? Maudit que j'étais gêné. Et c'est le moment du spectacle où c'est le temps d'interagir avec nous, mesdames et messieurs. Lors d'une chanson à répondre. Très facile à répondre, justement. C'est ça qui est le fun de cette chanson-là. On va essayer ça avec vous. Mon ami Rémi va chanter ça avec vous, puis on veut vous entendre. On veut vous voir lever. Pas de taper des mains non plus, tu sais, c'est bien gros là. 1, 2, 3, 4, 1. OK, on va essayer ça. C'est une première fois, je vous la chante. C'est à vous autres de répéter. Puis on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, et on vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. On nous permet d'avoir ici bien du plaisir, bien du plaisir. On nous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. Hey, j'entendais pas ben ce qui se passait de l'autre bord, hein, moi. Je sais pas, vous autres. Des fois, ça va mieux quand on chante debout. Essayez ça, c'est un truc. En tout cas, on vous dit ça de même, là. Nous autres, on est assis, hein. Et on vous permet d'avoir ici, oh bien du plaisir, et on vous permet d'avoir ici,
bien du plaisir avec nos amis. On vous permet d'avoir ici bien du plaisir, bien du plaisir. On vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. Et c'est dans cette maison de fête, oui on est bien, oui on est bien. C'est dans cette maison de fête, oui on est bien, oui on est bien. Car les gens qui en sont les maîtres nous reçoivent bien, nous reçoivent bien. Car les gens qui en sont les maîtres nous reçoivent bien, nous reçoivent bien. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, et on vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. On nous permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. On nous permet d'avoir ici au bien du plaisir avec nos amis. Saluons le gouverneur, la gouvernante, la compagnie. Saluons le gouverneur, la gouvernante, la compagnie. Ce sont des gens de complaisance et de bon cœur et de bon cœur. Ce sont des gens de complaisance et de bon cœur et de bon cœur. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, et on vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. Et on permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. Et on permet d'avoir ici au bien du plaisir avec nos amis. Et si cette petite fête vous fait plaisir, vous fait plaisir. Et si cette petite fête vous fait plaisir, vous fait plaisir. C'est demain que vous en serez les maîtres de revenir, de revenir. Car demain vous en serez les maîtres de revenir, de revenir. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. Et on vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. On vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir avec nos amis. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. Et on vous permet d'avoir ici bien du plaisir avec nos amis. On vous permet d'avoir ici au bien du plaisir, bien du plaisir. Et on vous permet d'avoir ici au bien du plaisir avec nos amis. Félix Savourin, l'accordéon.
merci beaucoup. Merci. On vous fait une dernière chanson. C'est tout le temps qu'on avait cet après-midi. Une chanson qui parle de notre groupe de musique. Vous allez voir. Ça devrait brasser, ça aussi. Par un beau soir d'été que ça a tout commencé. On était tous réunis, il est venu nous chercher. Saint-Pierre n'a pas voulu nous faire monter au ciel. Il nous a chippés au vers le purgatoire. Rejoindre Lucifer, s'y faire chauffer le cul. Lui en a vu d'autres, il risque d'être bien déçu. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. Le grand boss Lucifer, voyant qu'il n'y avait rien à faire, nous a renvoyés sur terre, empauvris dans le gros fun noir. Beaucoup trop tablés, nous entend chanter trop fort. Et je suis plus capable, je vous sac tout dehors. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. On est sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. Mesdames, messieurs, le retour parmi vous, aussi endiablé, on veut vous voir danser. On va faire la musique, taper du pied, faire la party. Si vous dansez trop mal, prenez un coup, venez chanter. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. On est sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. Ce soir, mesdames, messieurs, on vous lève tous nos verres. On vous fait la promesse, on va toutes les voir. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. On est le diable à Saint-Main, content d'être parmi vous. Sortis de l'enfer, alors lâchez votre fou. Excusez-la. Mesdames, messieurs, le diable à 5! Le Diable à 5 aura des disques en vente à la sortie. Habituellement, ils vendent leurs disques 75 $. Pour vous, exceptionnellement, ils baissent leur prix à 15 $. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Demain, ça retombe à 75. Ça retombe à 75. Et là, peut-être que tu te dis, wow, posséder quelque chose du diable chez moi, n'aie pas peur.
Et pas peur. Moi, en tant que conteur, ça fait 15 ans que je parcours le Québec en entier. J'ai jamais vu le diable. J'ai vu du monde qui sentait le diable, mais j'ai jamais vu le diable en personne. Pour appeler le diable, de toute façon, c'est bien compliqué. Il faut que tu attendes le 31 novembre, soirée de pleine lune. Ça te prend une poule noire. Devant la pleine lune, à minuit tapant, il faut que tu déplumes en 5 secondes sans qu'elle fasse un cri. Même si tu y arrives, OK? Je vais te le dire, même si tu y arrives, le diable, il ne viendra pas. De toute façon, il est occupé. Il habite plus au Québec. Si le Québec est rempli de vallées de la diable, de rivières de la diable, de trous du diable, de fontaines du diable, de roches avec des griffes de diable, le diable, il viendra pas. Il est parti, il est occupé, il habite loin, il habite dans une grande maison. Une grande, toute blanche, cette maison-là, à Washington. Il est plus rouge comme on le voyait dans nos légendes québécoises. Il est rendu genre jaune doré. Il y a un petit toupette qui cache ses cornes. Il est occupé à s'ostiner avec un gars qui ressemble à Mike Ward en Corée du Nord. Il veut faire un mur avec le Mexique. Il viendra pas. Attends, aie pas peur. Fait que procure-toi ce 10. Mets ça dans tes veillées tout le temps. Swing ta compagnie. Danse ton 7 carré. Ça lève des belles veillées. Le diable à 5 en sortant. Le gala tire à sa fin et évidemment, il faut faire les remerciements de convenance. Tout d'abord, il y a des certificats cadeaux qui ont été remis et des laissez-passer. Donc, on remercie Renaud-Bré, Archambault, le Musée des Beaux-Arts, Pointe-à-Calière, le Théâtre Jean-Duceppe, le Cinéma Beaubien. On remercie le Centre de congrès Sheraton parce qu'il était supposé avoir un mariage aujourd'hui ici. On a poussé le mariage dehors. Ils ont été obligés de faire ça un peu plus tôt dans la semaine. C'était un prince d'Angleterre puis une actrice américaine. Je sais pas pour quelle raison ils voulaient faire aujourd'hui. On les a poussés, ils se sont arrangés. Alors, merci Sheraton. Merci la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci à Maxime Laporte et Éric Bédard. Merci à Mathieu Roy Descarreaux de m'avoir fait confiance à l'animation. Merci à ton adulte qui t'accompagne. À ton adulte, parce que, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est quand même lui, les deux, en tout cas, il faut être deux, qui t'ont conçu. Je sais pas si tu le savais. Fait que tu les remercieras. Puis moi, en tout cas, moi, je les remercie de t'avoir conçu, de faire en sorte de t'avoir bien élevé, bien éduqué, de t'avoir donné une pertinence dans leur vie. Parce que je sais pas si tu t'en rends compte, dans la vie de tes parents, t'es une carte spéciale. Parce qu'au grand jeu de la vie, le grand jeu de cartes de la vie, ben, l'univers a brassé ça. Puis c'est toi qui a été distribué à nous aujourd'hui. Souvent dans la vie, c'est les autres qui nous attribuent une valeur. On a beau être une carte, c'est les autres qui vont nous attribuer une valeur. Ouais, c'est vrai. Mais fais-toi-en pas avec ça. Parce que toi, tu as un pas d'avance sur le monde qui t'attribue une valeur. Toi, parce que tu connais l'histoire, parce que tu t'intéresses à l'histoire, parce que tu es curieux, tu es passionné, ben, c'est comme si tu avais déjà lu le livre des règlements. Tu connais les tenants et les aboutissants. Tu sais que dans certains jeux de cartes, la meilleure carte, c'est le 2 de pique. Puis dans d'autres jeux de cartes, ben, c'est la dame de cœur. Puis il y a des jeux de cartes que, oh non, faudrait pas être le valet de trèfle. Là, ça risque d'être pas bon. Mais toi, tu le sais. Tu as la possibilité, de temps en temps, de changer la valeur. Tu décides, quand tu veux, la valeur que tu auras. Et grâce à ces choix-là, grâce à qui tu es, bien, le Québec d'aujourd'hui et le Québec de demain, au grand jeu de la vie, grâce à toi, et j'en suis certain, va gagner. Peu importe le jeu auquel il jouera, le Québec va gagner, car grâce à toi, le Québec possède une maudite belle main. Merci. Bonne fin de journée.